Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain pour Cryptos. Nous allons ici observer le comportement des participants du marché du Bitcoin à travers des données directement issues de la blockchain. Au sommaire de cette vidéo, nous allons observer la rentabilité des dépenses des participants en réponse à l'effondrement de l'exchange FTX, les flux des exchanges, notamment les forts retraits que nous sommes en train d'observer depuis les exchanges centralisés vers les portefeuilles auto-hébergés, pour enfin nous intéresser à la liquidité de ces mêmes exchanges centralisés et à une certaine chute de la liquidité que nous allons pouvoir observer à travers des données de la licorne française Kaiko. Sans plus attendre, observons tout de suite le prix du Bitcoin qui, comme nous avons pu l'observer, a après un 2, 3, 4, 5, 6, 7e test, enfin invalidé le niveau des 18 000 $, le niveau du plancher de marché baissier qui était travaillé depuis le mois de juin. Cette baisse est due, entre autres, à la panique liée à l'effondrement de l'exchange FTX que nous avons couvert il y a 2 semaines de cela dans la vidéo précédente. Le prix a depuis bien chuté, atteint un plus bas d'à peu près 15 700, 15 500 $ et a fait un deuxième bottom aux alentours des 15 600 $. Nous sommes donc actuellement dans une phase de formation de plancher plus bas que le plancher précédent, qui pourrait enfin être le bottom final de notre marché baissier si jamais les market makers et les participants du marché en décident ainsi. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo est visible par la métrique suivante qui se nomme ASOPR pour ratio de rentabilité des dépenses. C'est simple. Cette métrique prend le prix d'un UTXO Bitcoin à son acquisition et le divise par le prix d'un UTXO Bitcoin à sa destruction. Nous sommes donc en train de calculer le coût de base divisé par le coût de vente qui nous permet donc d'observer si un Bitcoin, un UTXO sur le réseau, a été vendu à perte ou à profit par rapport à un contexte de marché donné. Ce qui nous intéresse et que nous avions déjà mis en évidence lors de précédentes vidéos, ce sont les tests de la zone neutre de la SOPR que nous pouvons voir ici présent. Voilà, juste ici, autour de la valeur de 1, quand la SOPR égale à 1, il y a donc peu de pertes réalisées et peu de profits réalisés, les dépenses sont faites proches du coût de base. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est donc un premier rejet, un deuxième rejet, un troisième rejet et un quatrième rejet de cette zone neutre qui nous montre bien que les participants du réseau ne sont pas prêts à entamer une nouvelle dynamique de dépenses haussière, donc avec des dépenses qui sont à profit. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que nous voyons des participants qui, dès qu'ils sortent légèrement la tête de l'eau et qu'ils peuvent quitter le marché, ils le font. Donc nous sommes dans une phase de méfiance relativement importante qui nous montre bien que la psychologie des participants du marché n'est pas encore celle que l'on souhaite voir pour un retournement haussier. Idéalement, ce que l'on souhaite voir pour un retournement haussier, c'est ce qui s'est passé il y a à peu près 5 ans. Donc ici, lors du bear market de 2018-2019, nous avons pu voir ici encore du coup un test infructueux de la zone neutre, pour ensuite avoir une grande dégringolade de cet indicateur qui nous montre bien qu'il y a une réalisation de pertes extrêmement forte, qui passe ici des 0,90 comme le niveau actuel vers moins 10% environ de réalisation de pertes quotidiennes, pour atteindre ici même un pic de 0,86. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui, lors de cette journée, le 11 décembre 2018, ont réalisé des pertes de moins 15% sur la journée seulement, ce qui est très très puissant. Une fois du coup que nous avons cette forte phase de réalisation de pertes, nous avons un rétablissement haussier de la SOPR qui vient rechercher des valeurs de plus en plus hautes, toujours dans la négativité, enfin de plus en plus baisse, pardon, toujours dans la négativité, pour ensuite s'affranchir de la zone neutre et venir retrouver des valeurs positives, tester la zone neutre et repartir du coup sur un cycle haussier. C'est exactement le comportement que l'on veut voir pour confirmer un retournement de tendance haussier et un changement de paradigme des investisseurs qui retournent vers une mentalité de prise de profit dans la force d'une hausse saine. Ce n'est absolument pas ce que nous avons en ce moment sur le marché, ce qui explique pourquoi le prix, dans sa chute, a emporté autant d'investisseurs et pourquoi ils ont réalisé autant de pertes. Donc ce test infructueux, plus la panique liée à l'événement d'FTX, ont provoqué une vague de vente historique qui est donc très très similaire à celle que l'on a pu voir en termes d'ampleur à celle de 2019, et nous avons actuellement une réalisation de perte moyenne d'environ moins de 10% sur le marché. Alors qu'il est, l'indicateur est légèrement en train de remonter, mais ce n'est une dynamique qui est très très court, à très très court terme, et pour l'instant,
nous sommes encore dans une réalisation de perte très très forte, dans un moment de capitulation important, qui est même plus important que ce que nous avons pu voir lors des phases de juin et de mai en ce qui concerne cet indicateur. Maintenant, nous allons pouvoir relativiser et observer les profits et les pertes nettes réalisées sur la chaîne dans une valeur absolue. Donc cette mesure suivante mesure, donc trace les profits et les pertes réalisées le journalier sur la chaîne. Donc nous avons ici en vert les profits réalisés qui sont très très forts pendant les tendances haussières et les marchés haussiers. Puis ensuite les pertes, donc en rouge en bas, qui sont très très fortes et qui ont tendance à croître lors des marchés baissiers. En gris, nous pouvons voir le profit perte net. Donc là, on a le profit moins la perte, ce qui nous permet du coup d'avoir un différentiel et de voir si on a une dominance des pertes ou des profits sur une phase de marché donnée. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que nous avons eu une nouvelle phase de prise de perte d'à peu près environ 900 millions et 1 milliard de dollars de pertes par jour, ce qui est extrêmement conséquent, mais qui n'est pas plus fort que ce qu'on a pu voir en termes absolus, encore une fois, par rapport aux ventes de mai et de juin. La vente de juin ayant atteint quasiment 3 milliards de dollars de réalisation de pertes par jour, ce qui est extrêmement puissant. Donc l'invalidation des 18 000 dollars a provoqué une puissante vague de réalisation de pertes, avec près d'1 milliard de dollars par jour, et c'est un niveau de douleur qui est relativement faible comparément aux baisses précédentes, ce qui est assez intéressant, mais qui est à relativiser avec le graphique qui va suivre, qui est une variante des profits et pertes nettes réalisés, où cette fois-ci, les profits et pertes nettes réalisés sont divisés par la capitalisation réalisée. Pour rappel, la capitalisation réalisée, c'est le prix d'un UTXO à son prix au moment de son acquisition, ce qui nous permet en fait de mesurer le coût de base du réseau, la valeur injectée dans le réseau par rapport à un moment donné. C'est hyper utile pour mesurer et pour comparer des dynamiques entre les cycles, parce que entre le cycle haussier de 2015, 2016, 2017 et le cycle haussier par exemple de 2020-2021, eh bien, on n'a pas du tout la même masse monétaire qui est injectée dans le réseau. On a des capitaux qui fluctuent de manière beaucoup plus importante au fur et à mesure que les cycles avancent. Et donc, comme il faut comparer un chat avec un chat, en divisant les profits et pertes nettes réalisés par la capitalisation réalisée, on est capable d'avoir un point d'échelle relatif pour mesurer les dynamiques entre les cycles. Et on le voit bien ici, comparément au graphique précédent où les anciennes mesures étaient totalement écrasées en fait par la volatilité de ce qui se passe ici avec les nouvelles mesures entre les cycles, et bien là nous avons du coup une base commune qui nous permet vraiment de comparer les cycles entre eux, ce qui est un outil extrêmement utile. Encore une fois ici on observe la même dynamique, l'invalidation du niveau des 18 000 dollars a provoqué une puissante vague de réalisation de pertes, certainement, sauf que si on la compare à ce que l'on a pu voir en mai et en juin ici, et ben oui, en effet, c'est toujours plus fort, mais c'est relativement intéressant d'observer surtout ce qui se passe par rapport à la capitulation ici en décembre 2018, et on se rend compte qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux de destruction de valeur qui tournent aux alentours des 3,5, 3,7% de la valeur du réseau qui est détruite sur un moment donné. Donc ici, en 2017, au plus profond, on avait à peu près, je ne retrouve pas exactement la mesure, mais ouais, vers ici, on avait 3,2% de valeur détruite pour le réseau, ce qui est extrêmement conséquent. Et si on regarde ce qui se passe actuellement, on est à peu près à des valeurs similaires. Donc on se retrouve aux alentours des 3,1, 3,4. On est d'ailleurs en train de baisser sur cet indicateur, ce qui nous montre bien que la pression de vente est en train de s'épuiser par rapport au mouvement actuel. Mais comparativement au cycle précédent, nous sommes réellement à un niveau de douleur qui est similaire à des fins de tendance baissière, comme ici en décembre 2018, mais aussi comme ce que l'on a pu voir durant la deuxième phase de baisse du mois de juillet 2020. Donc classique, hein. On a une première capitulation avec un fort effondrement du prix et une énorme réalisation de pertes ici, qui nous a fait détruire à peu près 3% à plus de la valeur du réseau. Et ensuite, on a une deuxième phase ici de réalisation de pertes qui, elle, est plus légère, mais qui nous rappelle justement les moments où le doute s'installe, où la capitulation pense arriver à son plus haut point, et qu'en fait, non, on repart dans l'autre sens, parce que justement, à ce moment-là, on a vu un très très joli long squeeze. Voici pour les dynamiques de dépenses des participants. Donc, dans l'ensemble, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une forte réalisation de pertes
Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont accumulé pendant tout le long de ce cycle, pendant tout le long de ce range, pardon, entre les 18 000 et les 20-24 000 dollars, il y a eu énormément d'accumulations que nous avions d'ailleurs tracées, notamment au niveau des investisseurs à court terme et des pièces qui sont jeunes de plus de 155, de moins de 155 jours, pardon, qui avaient vraiment accumulé énormément de BTC pendant cette phase, qui du coup se sont retrouvés dans une perte latente, pas forcément très très importante, une perte latente de moins 10, moins 15%, mais des fois ça suffit. Il faut savoir qu'on est vraiment au bout d'un cycle baissier qui est en train de se dérouler, et il y a des personnes qui commencent clairement à perdre espoir, qui commencent à se faire éjecter, s'ils ne sont pas fait éjecter avant. C'est exactement un des moments où on peut perdre une partie des participants parce qu'ils se disent non mais là c'est bon, j'en ai assez, je viens de me taper un mois de bear market, j'ai des positions sous l'eau, là je suis encore en train d'avoir une nouvelle position que j'ai accumulée où je pensais que c'était le bottom et je suis encore sous l'eau, c'est bon, je m'en vais. Et c'est tout à fait compréhensible dans certains points. Donc ce qui est intéressant de nous montrer, c'est vraiment qu'il y a une forte réalisation de perte parce qu'on a cassé ce niveau, et c'est quelque chose de relativement évident. Il y a des personnes qui pourront me dire oui mais Prof Chen, certainement il y a des réalisations de perte, c'est évident. Oui, on a détruit un support très très important, forcément il y a des personnes qui vont rendre. Oui, tout à fait. Dans la théorie, c'est bien, mais il y a des évidences qui sont mieux quand on les profère et quand on les dit des fois. Et je préfère encore une fois mesurer avec vous l'ampleur des choses grâce aux données on-chain que simplement m'asseoir sur mes lauriers et dire oui, il y a des évidences. Non, nous sommes là pour mesurer les choses, pour observer des comportements et les comparer au cycle précédent, même si dans un certain point de vue, nous ne pouvons pas tout comparer au cycle précédent. Il est quand même pertinent d'avoir le plus d'informations possible pour faire des décisions d'investissement ou de désinvestissement éclairées. Voilà en ce qui concerne les dépenses des participants suite à la chute du prix récente. Maintenant, une autre dynamique qui va nous observer, c'est donc la méfiance qui a été créée autour des exchanges centralisés du fait de l'insolvabilité et de la faillite de l'échange XTX et de la société sœur Alameda Research. Donc, il y a eu beaucoup de participants qui ont décidé de retirer leurs BTC, leurs Ethereum, et nous allons voir aussi leur stablecoin des exchanges. C'est hyper intéressant. C'est une mesure qu'on n'avait pas vue depuis extrêmement longtemps dans son ampleur sur la chaîne. Et c'est, comment dire, un comportement, une dynamique qui est criante de vérité. Donc ce que nous avons devant nous ici, c'est le changement de position nette des exchanges pour les bitcoins. Donc c'est la variation sur 7 jours du flux net des échanges. Donc on a clairement, depuis les 2 dernières années, une phase dominante de retrait sur les échanges où nous pouvons voir qu'il y a de plus en plus de bitcoins qui quittent les échanges au fur et à mesure, hein. Si je prends l'exemple d'il y a à peu près un an, quand on était en novembre, on était à peu près à 2,7 millions de bitcoins sur les échanges. Actuellement, là, on est à un peu moins de 2,3. Donc on a déjà en plus d'un an, à environ un an, 400 000 bitcoins qui ont quitté les échanges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est colossal, à quel point ça en dit long sur le fait qu'il y a des personnes qui veulent retrouver leur souveraineté, récupérer le pouvoir sur leurs clés et sur leurs décisions financières, sur leur souveraineté financière à certains côtés. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une dominance des retraits depuis les 2 dernières années, mais que le record de flux sortant, il a été imprimé aux alentours du 17 novembre. Donc on est vraiment sur un record de flux sortant où énormément de bitcoins ont été retirés des exchanges d'un coup. On est dans une mesure d'à peu près 100 000 bitcoins qui sortent des exchanges chaque jour sur une moyenne de 7 jours, sur une moyenne hebdomadaire. Donc c'est quand même extrêmement conséquent et c'est un signal de méfiance envers les exchanges centralisés, mais aussi du coup de désir de reprise de sa souveraineté. Et clairement, la débâcle autour de l'exchange FTX, de son insolvabilité et aussi du coup de toute la délégation de souveraineté, hein, de toute la délégation de la responsabilité est retournée dans le cœur du débat. Il y en a qui diront oui, les bitcoins maximalistes avaient raison, oui, non, ils avaient tort, c'est pas forcément nécessaire et tout. Peu importe les débats là-dessus, ce qui est important, c'est de voir que il y a un comportement coordonné de retrait des bitcoins des exchanges pour bien nous montrer qu'il y a des personnes qui, à travers ces retraits, votent d'une certaine manière et disent eh bien moi je m'en vais. Moi je décide de reprendre le contrôle de mes bitcoins, de reprendre le contrôle de mes clés privées et je vais garder de manière autonome mes bitcoins et je vais me débrouiller avec des exchanges de pair à pair ou de la finance décentralisée. Je vais arrêter d'utiliser des exchanges centralisés, je vais arrêter d'utiliser des tiers de confiance centralisés qui ne font pas preuve de transparence, qui ne font pas preuve d'honnêteté parfois aussi, et qui surtout font preuve d'une certaine forme d'immaturité
quant à la gestion des actifs que j'ai placés en leur confiance. Donc ça, c'est un comportement hyper important qui est en train de se dérouler sur une ampleur historique parce qu'on n'a jamais vu des flux sortants comme ça sur Bitcoin. Idem pour Ethereum, hein. De la même manière, on a des flux sortants qui sont énormes. On a quasiment près de 2 millions, 1,8 million d'Ethereum sortant des exchanges sur une moyenne de 7 jours, ce qui est hyper important aussi, hein, et qui nous montre bien, tiens, je vais reprendre à peu près, je vais faire à peu près la même comparaison qu'on avait fait pour la métrique précédente, aux alentours du 14 novembre de l'année 2021, on était à peu près 24,3 millions d'Ethereum sur les exchanges, au total. Aujourd'hui, avec la grosse dégringolade qu'on a eue, on est à peu près 19 millions. Donc on a réussi à siphonner déjà 5 millions d'Ethereum des exchanges en à peu près un an. C'est vraiment énorme. Et la plus grosse partie de ce travail de retrait, il a été fait durant les dernières semaines. On était encore à 22,4 millions au 4 novembre dernier, et là on est à 19 millions. Donc on a quoi? On a 3 millions qui se sont évaporés. Non, c'est pas vrai. On a 3 millions qui ont quitté les exchanges centralisés, qui sont retournés vers l'offre souveraine en l'espace de 2 semaines. C'est vraiment un mouvement phénoménal qui est hyper intéressant à observer sur la chaîne. Encore une fois, il y en a qui pourront dire mais c'est évident et c'est quelque chose qui va de soi. Mais oui, ça va de soi. Nous, on est là pour l'observer, on est là pour voir avec quel momentum, avec quel débit les Ethereum quittent, les Ethers, pardon, quittent les exchanges. Là, pour le coup, on est vraiment sur une phase de retrait énorme qui nous signale une méfiance énorme envers les SEX. Et encore là, je n'ai pas mesuré avec vous l'offre d'Ethereum qui sort des smart contracts, mais je peux vous dire qu'il y a de jolies choses qui se passent aussi au niveau de la finance décentralisée. Ensuite, au niveau des stablecoins, ici, je me suis trompé, ça va pas être une moyenne sur 7 jours, ça va être une moyenne sur 30 jours, donc une moyenne mensuelle, mais le constat reste globalement le même, hein. Donc on a un changement de position net des stablecoins sur les exchanges qui nous montre bien que la variation sur 30 jours du flux net des exchanges pour les stablecoins est clairement à la baisse. Du moins, elle était clairement à la baisse aux alentours du 18 novembre, donc il y a à peu près quelques jours, ce qui nous montre bien qu'encore une fois ici, on a un record de flux sortant sur les 5 dernières années pour ce qui est des réserves de stablecoins sur les exchanges, qui nous montre bien qu'encore une fois, il y a un retrait massif qui est en train de se créer. Il y a près de 2 milliards de dollars de valeur en stablecoin qui sont sortis des exchanges sur les 7 derniers jours. C'est quand même colossal et ça nous montre bien à quel point les entités sont en train de reprendre leur souveraineté et de se dire oui, ben, au bout d'un moment, j'ai bien envie de reprendre ma souveraineté, de pas forcément filer mon contrôle à des exchanges centralisés qui font un peu n'importe quoi. Et ça va totalement avec l'éthique justement des réseaux pair-à-pair, l'éthique de Bitcoin. Et en réalité, si ce comportement a été induit par une phase de douleur très très forte et une baisse du prix du Bitcoin, c'est vrai que c'est malheureux, mais d'une certaine manière, c'est peut-être un mal nécessaire et c'est, je pense, extrêmement sain pour le secteur des crypto-monnaies de voir des flux sortant des exchanges centralisés aussi puissants après une telle désillusion, une telle débâcle. Et c'est un comportement, un signal de méfiance envers le sexe, une reprise de souveraineté qui est plus que souhaitable. Évidemment, elle se fait dans une forte douleur financière et je suis de tout cœur en train de soutenir les personnes qui ont réalisé des pertes, qui ont peut-être des pertes même très importantes pour eux, qui avaient parié fort à la hausse ou fort à la baisse, je ne sais pas. Mais je suis de tout cœur avec ceux qui sont impactés financièrement par la situation actuelle. Mais quand on regarde la big picture, l'image d'ensemble, le comportement de retrait massif des bitcoins, des Ethereum et des stablecoins, donc tous les premiers collatéraux de choix en fait de la finance décentralisée, c'est un comportement extrêmement sain. Par contre, nous allons le voir dans la troisième partie, cela a aussi un impact, si je puis dire, qui est assez important sur la liquidité des sexes. Au lieu d'utiliser les données de Glassnode, maintenant nous allons partir sur les données de la licorne française Kaiko et observer un petit peu la profondeur de marché du Bitcoin. Alors pour faire simple, la profondeur de marché du Bitcoin, c'est la quantité d'ordres d'achat et d'ordres de vente qui circulent dans une fourchette à 2% au-dessus, 2% en dessous du prix moyen, du prix spot pour les paires USDT, USDC. Et là, pour le coup, c'est vraiment que les paires USDT, pardon. Ce que ça va nous montrer, en fait, le graphique suivant, là, qui est vraiment criant de sens à mes yeux, c'est que la liquidité sur les exchanges centralisés, suite au retrait massif que nous avons identifié récemment, mais aussi suite à la difficulté dans laquelle ont été certains market makers, comme Wintermute, comme Genesis Trading ou d'autres, ont fait en sorte que la liquidité sur les SEX était suffisamment basse, a suffisamment chuté
pour que les opérations financières deviennent plus difficiles à gérer et que la friction en fait dans les trades soit de plus en plus puissante. Donc ça nous montre bien que la dynamique récente du prix, que ce soit avec la chute du prix qui a impacté beaucoup de firmes ou avec les énormes retraits qu'on a vus hors des exchanges centralisés, a impacté la liquidité des exchanges centralisés. Il y a aussi des impacts sur les exchanges décentralisés, sur les DEX, mais nous n'allons pas couvrir ça dans notre analyse actuelle. Nous voyons bien ici que juste après que Alameda soit tombé et juste après que FTX soit tombé, eh bien, il y a eu une chute de la liquidité, une chute de la profondeur de marché sur la plupart des échangeurs. Et le second graphique, juste ici, nous le prouve une fois de plus. Non seulement FTX ici a vraiment chuté dans sa liquidité, mais l'agrégat de 17 autres exchanges a aussi chuté dans la mesure de leur profondeur de marché, ce qui nous montre bien qu'à ce moment-là, il y avait un grand souci de liquidité pour les SEX. Comme nous pouvons le voir ici, depuis le 5 novembre, la profondeur de marché pour Kraken a chuté de 57%, de 32% pour Bitstamp, de 25% pour Binance et de 18% pour Coinbase. 57% pour Kraken. À ce moment-là, les personnes qui voulaient passer des ordres d'achat ou de vente sur Kraken devaient attendre probablement bien plus longtemps pour voir leurs transactions passer que lors d'un contexte de marché normal. Et ça nous montre bien à quel point l'écosystème dans lequel nous évoluons actuellement est encore fragile, est encore jeune, manque encore de maturité, et à quel point les relations intriquées entre certains teneurs de marché et certaines plateformes d'échange centralisées sont encore suffisamment fortes pour que le milieu dans lequel nous évoluons soit un milieu antifragile dans l'ensemble, mais fragile sur une forme d'épiphénomène où il y aura, lors de moments de grande crise de liquidité ou de grande chute du prix, forcément des investissements, forcément des investisseurs et forcément des firmes qui vont être secouées et qui vont parfois mettre la clé sous la porte. Nous pouvons du coup avoir le même constat comparément à Ethereum et au marché de l'Ethereum qui ont aussi été affectés par cet effondrement, avec du coup des profondeurs de marché qui sont revenus à des niveaux qui étaient quasiment les niveaux en fait qu'on a connus en mai 2022, donc c'est assez conséquent. On a vraiment une belle chute ici aussi de la profondeur de marché pour les SEX sur les paires ETH USDT pour Ethereum, ce qui nous montre bien encore une fois qu'il y a eu un impact très puissant de ces retraits des SEX sur la liquidité des market makers. Pour rassurer un petit peu, une récente analyse nous montre que la profondeur de marché, bien qu'elle ait profondément baissé et qu'elle soit tombée bien bas, est déjà en train de se rétablir. C'est un rétablissement qui est pour l'instant relativement léché, qui ne nous montre pas de signe de reprise très important, mais on peut déjà voir que les market makers sont en train de redéployer des liquidités sur les SEX pour bien montrer que il faut arriver à tenir le marché et qu'on ne peut pas rester dans un environnement de faible liquidité avec de tels prix pendant trop longtemps. Du coup, on voit bien qu'il y a une forme de résilience déjà des teneurs de marché qui sont capables de faire face à de tels événements, notamment avec l'impact qu'a eu l'effondrement et la faillite d'Alameda Research, qui était un énorme fournisseur de liquidités pour beaucoup de protocoles décentralisés, mais pour aussi beaucoup d'exchanges centralisés. Voilà qui fait le tour de cette analyse on-chain. Donc en résumé, on peut voir que le rejet de la SOPR qu'on a observé, donc même le second rejet de la SOPR qu'on a observé, et les pics de réalisation de pertes en termes absolus et relatifs, nous montrent bien qu'il y a une forte phase de vente, une réalisation de pertes historique qui est digne de la capitulation finale du cycle baissier de 2018-2019, donc en décembre 2018 précisément, mais qui peut aussi s'apparenter à ce qu'on a vu en juillet 2021, donc clairement, nous sommes sur une capitulation digne de ce nom avec un nettoyage des spéculateurs qui a été fait pendant tout le cycle baissier avec des réalisations de pertes records et nous sommes actuellement en train du coup de toucher les bas-fonds du marché baissier et rien ne nous indique que nous allons pouvoir aller en dessous de 15 000 $, mais pour l'instant nous sommes en train d'avoir une structure de double bottom relativement prometteuse qui va du coup être à travailler comme nous avons travaillé en fait le bottom et le plancher de marché des 18 000 $ pendant quasiment 6 mois. Il va falloir travailler le nouveau plancher des 15 000 $ pendant un certain moment et le voir soit invalidé à la baisse, soit voir le prix reprendre à la hausse pour ensuite avoir de nouvelles perspectives quant aux dynamiques à court, moyen et long terme du prix.
Ensuite, nous avons eu des retraits records hors des exchanges centralisés, ce qu'on appelle les SEX, pour tous les collatéraux de premier choix. Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. Toutes les crypto-monnaies qui permettent de conserver le mieux de la valeur à travers les marchés haussiers comme à travers les marchés baissiers, sont en train d'être retirées de manière massive des exchanges centralisés, ce qui nous montre bien une forme de méfiance extrêmement puissante envers les SEX, un désir de reprise de souveraineté qui, heureusement ou malheureusement, a provoqué une crise de liquidité sur les paires USDT de la majorité des SEX, comme nous avons pu voir sur Bitstamp, sur Coinbase, sur Kraken et aussi sur Binance. Donc c'est un impact, un effet secondaire probablement indésirable, mais qui est identifiable et qui nous montre bien que les chutes du prix impactent de manière très très diverse en fait les marchés du Bitcoin et que des comportements ne sont pas forcément reproductibles en fait de cycle en cycle. On n'aurait peut-être pas pu voir ça de la même manière en fait pendant le cycle 2018-2019. Et donc là, l'invalidation des 18 000 $ a provoqué à la fois une énorme chute du prix, qui a du coup fait réaliser énormément de pertes. La faillite d'FTX et Alameda a du coup provoqué énormément de méfiance, qui ont du coup favorisé des retraits massifs des exchanges vers la garde autonome, vers les wallets auto-hostés. Et du coup, ces deux conditions ont créé une crise de liquidité chez les teneurs de marché, chez les market makers, qui du coup fait en sorte d'augmenter la friction des transactions sur les paires de trading en USDT. Donc on a vraiment ici un cocktail, une recette d'une certaine manière de conséquences qui en amène à d'autres conséquences. C'est assez fascinant à regarder. J'espère que tout cela a été clair pour vous. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous conseille d'aller lire l'article qui est disponible sur le site de Cryptost. Vous pouvez retrouver les nouvelles vidéos d'Analyse on-chain ici dans la rubrique Analyse on-chain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Cryptost et d'allumer la petite cloche de notification. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe privé du Grippin, où avec des analystes tels que Vincent Gann, le prochain moi-même, Will et Koban, nous traitons des sujets d'analyse technique, d'analyse on-chain, d'analyse fondamentale, des NFT, tout ce qui se passe au niveau du développement du Web3. On est là pour vous accompagner dans votre parcours d'éducation par rapport à la blockchain, aux crypto-monnaies et à tous les secteurs qui gravitent à cet entourage. Et nous serons très très heureux de vous rejoindre et de répondre à vos questions sur ce groupe privé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse. Bonne journée à tous.